commencer peut-être avec une ou deux questions. Donc, il y avait Mariana et Anaïs, une question sur la différence entre voilà, formation inter et intra. Qu'est-ce que ça change pour voilà, les personnes en situation de handicap? Tu veux répondre ou je réponds, Anaïs? Vas-y, je t'en prie. Alors, là, je vais revenir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure. Je vais faire un lien. Je ne sais pas si tu peux remettre, s'il te plaît, Charles-Antoine, la diapo 16. Voilà, merci. Pour moi, il faut prendre en compte l'indicateur 4 et 26, au minimum, hein, déjà, si je fais un focus. Dans l'indicateur 4, le sujet, c'est quels sont les besoins, l'analyse du besoin. Donc, si vous avez une formation en intra, certainement que c'est un commanditaire qui vous a demandé une formation. Donc, soit c'est une création d'une formation parce que c'est une nouvelle, soit c'est une formation existante que vous mettez en place ou que vous adaptez légèrement. Donc, lors, en fait, de la réponse à sa demande et à la proposition que vous établissez, pour moi, il faut dès ce moment-là savoir déjà si potentiellement il pourra y avoir ou pas une personne en situation de handicap, si c'est quelque chose à prévoir. Ça, c'est pour de l'intra. Et ensuite, si nécessaire, selon votre capacité ou pas à pouvoir mettre en place les adaptations nécessaires, ça dépend vraiment du type de handicap en fait, vous allez pouvoir peut-être vous appuyer sur ce fameux réseau, là je fais le lien avec l'indicateur 26, d'experts et ou de partenaires qui vont venir vous appuyer en renfort, en renfort matériel ou en renfort de compétences pour pouvoir construire un parcours adapté si vous avez pour une formation en intra ou même en inter des personnes en situation de handicap. L'autre cas, c'est dans le cas où vous ne pouvez pas savoir si potentiellement il y aurait ou pas une situation de handicap. Étant donné qu'on est dans une formation d'intra, ça c'est ma lecture, je considère que, après c'est à vous de voir avec la manière dont vous contractualisez avec votre client, mais pour moi, si dans les engagements il est prévu que c'est en intra et que c'est le client qui met à disposition les moyens, donc ça doit être pour moi stipulé dans le contrat, c'est un engagement. Vous devez informer votre client, le commanditaire, des moyens nécessaires, et dont notamment s'il y a une situation de handicap, les compensations. Et après, il reste à savoir qui engage les frais et le budget pour ces éventuelles compensations. Est-ce que c'est le commanditaire ou est-ce que c'est l'organisme de formation? Donc ça, pour moi, on est dans la démarche d'analyse de besoins et d'établissement de propositions commerciales, si on peut appeler ça comme ça. Je ne sais pas si tu veux compléter, Anaïs. Non, 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 je pense que tu as fait une tour. Je pense qu'il y a une question, enfin, qui est un petit peu le corollaire de celle-ci, hein, c'est comment savoir qu'une personne est en situation de handicap? Est-ce qu'on doit le formaliser lors de l'inscription ou est-ce qu'on doit attendre que le client nous prévienne? Alors, de toute façon, le plus souvent, la personne va vous le dire ou non. Bien souvent, il y a cette peur du préjugé de se dire qu'on va être catalogué et donc les situations de handicap, elles vont essayer d'être un peu cachées. Le plus simple, c'est en fait au moment de l'inscription de pouvoir permettre à la personne de s'exprimer, de dire si elle a un besoin plus qu'un handicap. Il y a des types de handicap qui sont reconnus comme tels que depuis peu de temps, notamment tout ce qui va être trouble 10. Par conséquent, une personne qui va être dyslexique, elle ne va pas vous dire qu'elle est en situation de handicap. Par contre, elle va en effet avoir besoin peut-être d'une adaptation. Elle va peut-être avoir besoin de mettre en place un accompagnement pour la réalisation de ses examens. Et donc, il va falloir qu'elle puisse, à un moment donné, s'exprimer sur ce besoin. Donc ça se ferait idéalement avant le début des prestations, donc au moment de l'inscription. Je vais juste compléter un petit sujet. C'est pour moi, je pense que ce qui est important, c'est lors de l'analyse du besoin, dans la manière en fait de questionner et d'essayer de comprendre la situation, il faut peut-être avoir un regard plutôt que de se dire je cherche s'il y a un handicap. L'objectif n'est pas de chercher s'il y a un handicap. L'objectif, c'est de savoir quel est le besoin de la personne et en face, pouvoir savoir si vous êtes en capacité de répondre à ce besoin, que ce soit en termes de compétences ou de moyens. Et donc, l'idée, là, c'est pas de rechercher le handicap, c'est de savoir s'il y a un besoin spécifique. Tu me dis si je me trompe, Anaïs, Oui, mais non, je l'ai c'est ça. compris comme ça. Parfait, merci. Ensuite, il y a
voilà, plusieurs thématiques autour de cette fameuse liste en fait de partenaires qu'il faut qu'il faut établir, donc elles sont à même d'intervenir sur le fonds handicap. Comment est-ce qu'on détermine, je dirais, cette liste de partenaires? Qui est-ce qu'il faut inclure dedans? Il semble que voilà, la GFIP et puis MDPH ont un petit peu de mal à comprendre certaines demandes. Voilà, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur la façon, je dirais, de réaliser cette fameuse liste? Cette fameuse liste, c'est tout simplement dans un premier temps savoir identifier les acteurs alors locaux en priorité. Bien sûr, vous avez des organismes comme la MDPH qui sont présents sur toutes les régions. Et l'idée, c'est surtout voilà, d'être sur du local et de savoir autour de vous qui va pouvoir vous accompagner. Je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Vous avez un stagiaire qui est malvoyant. Il y a besoin peut-être de mettre en place une compensation, mais ben, vous n'êtes pas forcément informé de ce qui peut exister, de ce qu'on peut faire. Vous pouvez très bien vous orienter par exemple vers la GFIP qui a des fiches techniques sur le handicap lié au visuel et qui va vous permettre de comprendre un peu mieux ce handicap, de savoir ce que vous pouvez mettre en place. Et vous pouvez même les contacter de manière individuelle en leur expliquant quel est votre souci, où est-ce que vous rencontrez une difficulté, de façon à ce qu'ils puissent vous accompagner de manière vraiment plus individuelle. L'idée d'avoir cette liste de partenaires, c'est vraiment voilà, d'avoir ce vivier de personnes que vous allez pouvoir contacter si jamais vous avez une difficulté. Pour la MDPH, c'est souvent quand il y a besoin de mettre en place des aménagements pour passer des examens ou même tout au long de l'année. Pour autant, faites bien attention. Je rebondis sur ce que Nyriana disait tout à l'heure. Même si la MDPH monte un dossier, que leur médecin valide le fait qu'une personne peut avoir par exemple un tiers-temps pour les examens, ça reste le détenteur du certificat qui décide si oui ou non il y aura mise en place de ce tiers-temps. Nirena, tu souhaitais rajouter d'autres éléments sur cette liste de partenaires éventuels? Alors, moi, je vais juste prendre un peu de hauteur et juste préciser, je ne sais pas si vous voyez la diapo, mais il y a dans l'indicateur 26, je suis désolée, hein, mais il faut vraiment, je sais que c'est pénible, il faut lire et relire plusieurs fois les éléments, mais je pense que c'est très important de bien cerner ce qu'attend ce qui est écrit dans cet indicateur 26, puisqu'il y a bien marqué le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires. Il y a deux choses. Soit pour accueillir, accompagner, former, soit pour orienter les publics en situation de handicap. Donc moi, je lis deux choses. Soit vous pouvez accueillir, accompagner, former, soit si vous n'êtes pas en capacité de le faire, vous devez au minimum orienter. Donc moi, je traduis ça par, évidemment, ce sera adapté selon les situations de handicap et selon la formation concernée, mais moi, quand je lis ça, ça veut bien dire que vous avez une liste de partenaires ou d'experts, hein, pas forcément des partenaires, parce que des fois, le partenariat, ça donne lieu à des conventions et tout ça, soit une liste d'experts, d'organismes ou de partenaires qui sont au niveau local ou national, ça dépend de votre niveau d'intervention, mais qui soit vous permettent d'adapter, de mettre en place des compensations si vous accueillez, accompagnez, formez, soit qui peuvent, vers lesquels vous pouvez orienter la demande pour qu'ils puissent apporter les éléments de réponse à la personne. L'objectif, c'est d'apporter une réponse à la demande. Ce n'est pas de. Il faut vraiment, quand vous avez une demande, c'est apporter une réponse. Et la réponse, c'est pas forcément adapter la formation. Vous pouvez dire, je ne suis pas en capacité, j'ai pas les moyens ou j'ai pas la possibilité de le faire. Je vous propose de contacter tel ou tel organisme. Donc pour moi, la liste, elle sert à ça. Donc soit à accueillir, accompagner, former, soit à orienter, soit les deux. Alors ensuite, j'ai une question qui est assez classique, qui en fait nous demande est-ce qu'on peut potentiellement avoir une non-conformité parce qu'on est dans des locaux qui sont pas PMR, en capacité d'accueillir des PMR. Donc voilà, est-ce qu'on peut avoir une non-conformité là-dessus? Alors on peut, si on n'a aucun support qui explique pourquoi on est dans cette situation. Je reprends mon exemple de tout à l'heure avec les bâtiments parisiens qui sont patrimoine français et pour lesquels on ne peut pas faire de travaux.
Dans tout établissement qui reçoit du public, vous devez avoir un registre public d'accessibilité. Ce registre, il met en avant ce qui est accessible et ce qui ne l'est pas pour votre organisme. Encore une fois, l'accessibilité, c'est en 3 points, donc ce document est en 3 temps. On a le bâtiment, vos prestations et la sensibilisation faite auprès des professionnels. Si votre bâtiment est classé patrimoine, vous avez un document qui l'atteste. Ça peut être la préfecture qui vous le donne. À ce moment-là, vous le mettez dans ce registre et ce registre d'accessibilité, vous pouvez le présenter lors de l'audit. Et du coup, ça justifie pourquoi vous n'êtes pas accessible, mais le fait que, en effet, c'est pas vous qui en avez pris la décision, vous ne pouvez pas faire de travaux. Donc, voilà, vous êtes un peu coincé, mais vous avez un justificatif. Par contre, ça veut dire aussi que vous avez identifié en amont ce problème et donc vous avez communiqué sur le fait que vous n'êtes pas accessible sur le thème, au niveau du bâtiment et donc on doit retrouver cette information en amont. C'est la phase 2 dont on parlait tout à l'heure, le fait de communiquer. Pensez bien à mettre en avant en effet que vous n'êtes pas accessible parce que le bâtiment ne l'est pas. Alors, moi, je voudrais juste compléter un point. Alors, je tiens à rappeler, parce qu'on l'avait dit au précédent webinaire, l'audit Calliope, ce n'est pas un audit réglementaire. Donc, l'auditeur, en théorie, alors je dis bien en théorie, parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pratiques très disparates sur ces indicateurs du RSU. Donc, je ne vous cache pas que je mets un peu une réserve, mais moi, dans la logique de Calliope, ce n'est pas un audit réglementaire. L'objectif, ce n'est pas de faire un audit d'accessibilité de vos locaux. Donc, la première question, c'est est-ce que vos formations ont lieu dans vos locaux? Est-ce que vous accueillez du public dans vos locaux? Si vous avez que des salariés, c'est possible que la question n'a pas lieu d'être, puisque si toutes vos formations sont à distance, les locaux, à part pour la sécurité de votre personnel, concrètement, le public n'est pas accueilli. Donc la première question, elle est là, c'est quelles sont vos modalités de formation à distance, en présentiel? Est-ce que les locaux en soi, est-ce que les bâtiments ont pour finalité d'accueillir du public en formation ou est-ce que ce n'est pas le cas? Voilà. Et après, en termes d'accessibilité, vous pouvez aussi éventuellement, comme alternative, prévoir des partenariats avec des organismes qui, eux, ont des locaux accessibles. Je sais que c'est possible avec des mairies ou des choses comme ça. Enfin, je te laisse me contredire, Anaïs, mais il me semble que vous pouvez aussi mettre en place des partenariats si, par exemple, vous n'avez vraiment pas la possibilité de rendre vos locaux accessibles avec d'autres organismes ou d'autres experts qui pourraient vous mettre à disposition, du coup, si nécessaire, des locaux adaptés. Oui, exactement. C'est même le cas pour ceux qui seront sur des petites structures qui, du coup, n'ont pas forcément de locaux ou alors uniquement pour les salariés qui font leur formation ailleurs. Hein. Vous pouvez, du coup, voilà, justifier que l'accessibilité de votre local ne sera pas un frein pour vos prestations.